Bonjour, nous recevons aujourd'hui sur Mediapart Claire Andrieux, journaliste à RMC, qui a publié il y a un mois ce livre Témoin chez Robert Laffont, qui nous raconte l'histoire, qui recueille le témoignage de celle qu'on va appeler Sonia, qui est cette femme qui va permettre à la police au lendemain du 13 novembre de mettre la main sur Abdelhamid Abaoud, le coordinateur des attentats, et qui était en train de préparer un autre attentat. Cette femme est une sorte d'héroïne, une des seules authentifiées de cette tragique semaine. Claire a raconté tout ça. Alors d'habitude, on reçoit plutôt la personne qui témoigne, c'est ça dont les télés sont friands. Mais nous, on a préféré à Mediapart recevoir la journaliste qui a recueilli son témoignage parce que elle a des choses aussi à dire sur comment tout cela s'est fait et notamment les pressions qui ont été exercées pour empêcher que ce témoignage sorte. Est-ce que vous pouvez nous resituer? Donc, encore une fois, le 15 novembre, la vie de Sonia va basculer. Le 15 novembre, on est donc 2 jours après les attentats. Sonia, elle a assisté aux attentats comme la plupart des personnes devant sa télé, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de peine, beaucoup d'empathie pour les victimes. Et 2 jours après, le dimanche en fin d'après-midi, Asna, qui est une amie, qui est quelqu'un qu'elle héberge régulièrement depuis plusieurs années, reçoit un coup de téléphone de la Belgique qui lui demande d'aider son petit cousin qui est dehors dans le besoin. En tout cas, c'est ce qu'elle répète à Sonia. Elle lui dit: j'ai mon petit cousin de 16 ans qui est à la rue, qui a besoin d'un toit, il faut aller le chercher. La première réaction de Sonia, c'est de dire non, je vais pas me mettre là-dedans, on est 2 jours après les attentats, ton petit cousin de Belgique, regarde ce qui passe en boucle à la télé, c'est la tête de Salah Abdeslam, enfin. Et en même temps, Sonia, c'est quelqu'un qui est très engagé dans l'aide sociale aux personnes, enfin, elle fait des maraudes avec des associations caritatives, elle sait ce que c'est que des gamins à la rue, et elle a beaucoup de difficultés à accepter ça. Donc, elle décide d'y aller. Il y a son compagnon également qui est là, Tahar, on a changé également son nom dans le livre, qui, lui, est un peu plus... qui lui sent les choses, en fait. Tout le temps, d'ailleurs, à travers toute cette période qui va changer sa vie, il lui dit « Je suis sûr que c'est en lien avec les attentats ». Il ne le dit pas pour rien. Asna, c'est quelqu'un qui s'est radicalisé, qui s'est mise à porter le niqab. Il n'empêche qu'elle dit que c'est son petit cousin de 16 ans et que Sonia dit « Moi, je te demande 2 choses. Si il a fait une bêtise, on l'amène à la police. Si il est blessé, on l'amène à l'hôpital. » Asna lui dit « Formidable, on y va. » Et elles y vont. Asna enfile son niqab et elle se retrouve à Aubervilliers. En contrebas de l'autoroute, elle voit quelqu'un sortir d'un talus, quelqu'un qui a des baskets oranges, un bob sur la tête qui ressemble, elle le dit elle-même, à un Roumain. Sauf qu'il serre dans ses bras Asna et elle lui dit « Abdelhamid, mon cousin, tu es là. » Et donc, c'est Abdelhamid Abaoud. Il s'agit d'Abdelhamid Abaoud. Et pour resituer là aussi, c'est qu'à cette heure-là, où elle le rencontre sortant de ce talus, tous les services de renseignement français et européens sont persuadés qu'Abdelhamid Abaoud a piloté les attentats du 13 novembre depuis la Syrie ou au pire depuis la Grèce ou la Turquie, parce qu'on sait qu'il y passait et que notamment pour les attentats de Verviers, c'était de là-bas qu'il avait à peu près piloté les choses. Donc les services n'imaginent pas du tout qu'Abdelhamid Abaoud puisse être en France, ça ne fait même pas partie de leur réflexion à ce moment-là. Ça ne fait pas partie de leur réflexion et c'est aussi ce qui fait qu'ils ont tellement de mal à la croire le lendemain. Alors, donc, il y a cette soirée, vous avez interrompu, donc qu'est-ce qui va se dire, qu'est-ce qui va se faire? Sur cette soirée, quand elle le rencontre, je parlais de son caractère, de elle, sa vie, parce que c'est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel et qui a aussi un très fort caractère. Et je pense que c'est ce qui fait qu'elle arrive à, quelque part, tenir tête à Abaoud, c'est-à-dire qu'elle lui pose des questions. Très rapidement, elle lui dit « Mais c'est pas ton petit cousin ?» « Bah non, c'est Abdelhamid. » Et elle lui dit « Mais je peux vous poser une question? Vous avez quelque chose à voir avec les attentats ?» Et il lui dit « Oui, le 10e, c'est moi. Les terrasses, c'est moi. » Et là, elle ne se démonte pas, elle ne part pas en courant, elle pose des questions. Mais limite, elle le sermonne en disant du monsieur, en disant… Oui, en fait, elle lui dit « Non mais, vous avez tué des gens. » Il dit « Vous avez tué des innocents. » Et il lui dit « C'est pas des innocents, il faut voir ce qu'ils font en Syrie. » Mais elle lui dit « Mais il y avait même des musulmans. » Et il lui dit « C'est des dommages collatéraux. » Et là, elle s'énerve, elle se rend compte qu'en face d'elle, elle a un espèce de
personne qui est irraisonnable et qui n'entend pas ce qu'elle lui dit. Elle le provoque un peu. Elle lui dit mais le Stade de France, vous avez raté. Et il dit bah oui, justement, je suis là pour qu'il n'y ait plus de raté. Elle lui pose même les questions comment est-ce qu'il est venu. C'est là qu'il lui dit je suis venu avec les réfugiés. La France, c'est 0, il lui dit même cette phrase. Et on est 90, il lui dit, à être passé. On est un peu partout en Île-de-France. Voilà, et je suis là pour qu'il n'y ait plus de raté. C'est cette phrase qui résonne le plus dans sa tête dans les minutes qui suivent, parce qu'elle se dit, il va recommencer. Elle parle d'ailleurs, elle lui dit, j'ai des enfants. Il lui dit en plaisantant, dites-moi les lignes de métro qui prennent, j'essaierai de voir ce que je peux faire. Enfin, il est d'un cynisme absolu. Et elle a ce sentiment qu'il est complètement intouchable, elle me le décrit la première fois que je la rencontre, Sonia, comme un surhomme à ce moment-là, qui se sent, voilà, et qu'elle n'arrive pas du tout à toucher, elle, de par ses mots. Très rapidement, il dit, Asna, je suis venu te voir parce que je cherche un hébergement. Je ne peux pas rester dehors trop longtemps et il faut que tu m'aides à trouver 2 costumes, 2 paires de chaussures. Parce qu'Abaoud, avec un deuxième membre, les 2 derniers membres survivants du... Oui. Alors, elle ne le voit pas, l'autre membre. Elle le voit un peu plus tard. Donc ça, il y a cette scène qui se passe. Il faut imaginer qu'il fait nuit, on est en fin de journée, heure d'hiver, en contrebas de l'autoroute, les lumières un peu blafardes, dans une zone industrielle où il n'y a personne. Et Tahar, qui a amené la voiture, est resté un petit peu en retrait. Il ne les voit pas à ce moment-là, parce qu'elles ont marché. Elle était un peu guidée au téléphone par la Belgique. Elle se posait plein de questions. Est-ce qu'ils étaient là, est-ce qu'ils n'étaient pas là, jusqu'à ce qu'elle le rencontre. Et quand ils reviennent à la voiture, là, elle a très peur, parce qu'elle se rend compte de qui est l'homme avec qui elle vient de parler, à qui elle a serré la main et à qui elle n'a pas parlé, d'un autre homme qui est dans la voiture, qui est quand même son compagnon. Elle décrit cette scène, il porte la main à son blouson comme si il avait peut-être une arme et il s'assoit dans la voiture sans trop bouger. Elle se demande s'il n'a pas une ceinture explosive. Enfin, elle a très peur. Il les raccompagne dans le talus et là, elle voit une main qui pousse Asna, qui sort du talus. Donc, elle se dit, il y a quelqu'un d'autre. C'est là, effectivement, qu'elle sait qu'il n'est pas seul. Mais à ce moment-là, les services de police n'en savent pas grand-chose. Effectivement, comme vous le dites, il y avait encore une autre équipe dans la nature, prête à recommencer. C'était Chaki Bakrou et Abdelhamid Abaoud qui ont donc sollicité la cousine d'Abaoud parce qu'ils n'avaient, et ça c'est quand même aussi une surprise, finalement pas de plan B, pas de logement, alors qu'ils avaient encore d'autres attentats prévus. Et qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être la réaction de Sonia donc, le lendemain? La réaction de Sonia, d'abord, c'est d'essayer de raisonner Asna toute la nuit. Asna qui est irraisonnable. Il faut comprendre que cette fille, elle la porte dans son cœur comme quelqu'un de sa famille, comme quelqu'un de ses enfants. Et elle l'apprécie énormément. Elle l'a vu, mais on est avant les attentats et les signaux d'alerte sont absolument pas les mêmes. Elle l'a vu se radicaliser, avoir de l'attrait pour la Syrie, vouloir se marier avec un bon musulman parce qu'elle a une vie complètement débridée et qu'elle se dit ça va être la solution à tous ces maux, de toutes ces peines. Et bon, elle lui dit non, le niqab pas chez moi, tout ça. Mais il n'empêche qu'elle se dit, cette fille, moi je la connais, elle est bonne au fond d'elle. Et elle ne pense pas qu'elle peut aller jusque-là. Sauf que là, elle se rend compte qu'elle est irraisonnable et qu'elle est amoureuse de son cousin. Elle lui en parle d'ailleurs. Elle a beau lui montrer des photos des victimes, elle ne la touche pas. Et Asna, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle. Et j'ai, moi, à travers l'enquête, recensé 13 personnes qu'Asna va contacter. Alors en disant, soit mon cousin de Syrie, soit mon cousin tout court. Mais sauf qu'Asna, ces derniers mois, elle a quand même posté des vidéos d'Abdelhamid Abaoud, dont la vidéo de Paris Match où il traîne des cadavres après la tuerie de Ertan au nord de la Syrie. Et la plupart des personnes ont quand même en tête cette vidéo-là. Sonia un peu moins, d'ailleurs, elle ne l'a pas du tout cru au moment, et comme la plupart des personnes d'ailleurs qui l'ont vue, personne ne croit vraiment que c'est son cousin, parce qu'Asna, elle est trop déjantée, et elle raconte trop de bobards. Sauf que c'est vrai, et que son cousin, il est là, qu'elle demande à tout un tas de personnes de l'héberger, et que ces personnes, évidemment, ne vont pas contacter la police, ne vont pas donner suite non plus. Il y en a une qui a tenté un oui, et puis finalement elle s'est rétractée. Et le lendemain, dès qu'elle peut, la nuit est très longue, elle se couche en début de la matinée, et dès qu'Asna part pour aller aider son cousin, Sonia appelle le 197, le numéro d'alerte attentat mis en place par la police, numéro d'urgence. Et au départ, les policiers vont être un peu sceptiques, vont recueillir son témoignage, ouais, comme ils en ont recueilli des centaines, et ça avait été à peu près la même chose au moment de Charlie Hebdo, sauf que là, il y a des éléments qui sont crédibles, qui peuvent être corroborés. Ils vont se rendre compte au fur et à mesure que le renseignement est pertinent et ça va permettre d'engager une surveillance. Et ça va aboutir, les renseignements que donne Sonia,
ça va aboutir à l'assaut, certes controversé, tel que le Mediapart a pu le raconter, du RAID, mais qui finira par mettre hors d'état de nuire Abdelhamid Abaoud et Chekib Akrou. Toute personne, parce qu'on peut penser, Claire Andrieux qui a écrit le livre et peut être influencée, tous ceux qui ont travaillé un tout petit peu sur les dossiers des attentats du 13 novembre, vous le diront, ça ne fait aucun doute, le témoignage de Sonia est décisif. Clairement, elle a empêché un attentat. Et pourtant, donc, cette femme qui a eu un comportement courageux, parce qu'elle se met en danger, elle met sa vie en danger, celle de sa famille. Elle ne sait pas ce que Asna va dire ou a pu dire à son cousin sur son adresse. Il y a ses enfants en bas âge, il y a son compagnon. Et puis surtout, pour faire une parenthèse, qui est très importante pour elle aussi, c'est qu'elle a, cette alerte. Ok, elle dit, je l'ai vu, comme vous disiez tout à l'heure Mathieu, ils ont beaucoup de mal à croire que c'est bien lui. D'ailleurs, il la rappelle 3 fois. Enfin, c'est d'abord le numéro d'alerte, après le 36 qui dit c'est trop gros pour nous, encore 1 heure après le Valois. Et là, elle finit par y aller et il lui montre des tonnes et des tonnes de photos. Vous êtes sûr? Oui, oui, je suis sûre, allez-y, allez-y, à Aubervilliers. Elle appelle à 14h en gros et ils envoient un dispo de surveillance à 22h30. Il n'y a plus rien dans le talus évidemment et il ne bouge plus à cette heure-là. Mais quand elle repart chez elle, ils veulent la garder d'ailleurs en disant vous repartez pas, vous êtes trop en danger. Elle dit non, 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 j'ai une famille, il faut que je reparte. Elle repart avec l'alibi d'aller voir, ils lui disent dites que vous avez été au ciné voir James Bond 007, on est dans la thématique, c'est bien, ça cartonnait au ciné à ce moment-là. Et ils lui disent il faut que vous nous trouviez l'adresse. Et derrière, les jours qui suivent, le contact qu'elle a à la sous-direction antiterroriste la rappelle en lui disant trouve-nous l'adresse, on n'a rien, on n'a rien. Et là, elle fait plus qu'alerter, elle travaille pour la police. Et c'est quelque chose qui est quand même aussi vraiment différent pour elle parce qu'elle va se mettre en danger. Elle aurait bien aimé donner son renseignement et attendre tranquillement sur le canapé. Asna se doute de rien, tout va bien. Là, quand elle pose des questions, quand elle arrive à lui choper l'adresse, elle se met en danger. Qu'est-ce que dit Abaoud à Asna? Je veux pas de témoin, supprime-la. En clair. Et elle arrive à le convaincre en lui disant non, c'est comme ma mère, c'est quelqu'un de confiance, ne t'inquiète pas. Enfin, voilà, elle a ça sur les épaules, Sonia, quand elle travaille pour la police. Voilà. Parenthèse refermée, mais c'est très important pour elle parce que elle va jusqu'au bout, quoi, pour sauver des vies. Et ils ont vraiment rien. Et effectivement, comme vous le disiez, moi, ça m'a été confirmé par plusieurs policiers de la sous-direction antiterroriste avec qui j'ai travaillé, qui m'ont dit sans elle, c'était fichu. La défense, ils tapaient, il n'y avait pas de doute et on n'avait rien. Et le fameux renseignement marocain, j'ai quand même envie d'en parler ici parce qu'on en reparle très régulièrement. Le chef de l'antiterrorisme marocain a refait des déclarations dans la presse française dernièrement en disant vous ne pensez quand même pas que c'est une petite Française témoin qui a pu permettre d'éviter les attentats à la Défense. C'est nous, notre renseignement. Le seul renseignement qu'ils ont donné, c'est de confirmer les liens familiaux entre Asna et Abaoud. Parce qu'effectivement, ils sont d'origine marocaine, qu'il y a un des frères Abaoud qui est en prison au Maroc. C'est tout. C'est un témoignage humain qui permet d'éviter ça. Et voilà, les services marocains ont quand même beaucoup de prétentions là-dessus et la diplomatie française laisse faire, probablement pour des raisons diplomatiques, au détriment des gens. Et puis aussi pour cacher un petit peu l'importance du témoignage de Sonia. Tout à fait. Alors, on voulait donc vous recevoir, je l'ai dit tout à l'heure, parce que déjà, c'est un livre de témoignages. On n'est pas obligé d'être fan de ce genre de littérature, mais là, ça se lit vraiment très bien et les gens qui nous regardent ont pu s'en faire une idée à la manière dont vous en faites le récit. Ça se lit comme un polar et pour le coup, ce qui m'a vraiment intéressé, hormis ces faits qui étaient déjà documentés en partie, pas avec degré de précision, c'est la fin du livre où vous expliquez ce qui va se passer pour Sonia après. Donc, on rappelle, il y a l'assaut du RAID, les 2 terroristes vont trouver la mort en déclenchant une ceinture explosive. Asna, la cousine d'Abaoud, va être tuée à ce moment-là. Donc les attentats sont empêchés. Et voilà. Et que va-t-il advenir de Sonia? Sonia, elle assiste à l'assaut du RAID devant sa télé. Elle est soulagée. Son premier réflexe, c'est de dire je suis contente, je suis fière des policiers. Ils y sont allés, ils m'ont cru, ils sont allés au bout, ils ont été courageux. Enfin, elle a vraiment ce... Et puis Asna, au départ, il y a cette fausse info qui circule, femme kamikaze, elle n'y croit pas une seconde. Et là, elle est très en colère. Elle rappelle la personne à la sous-direction antiterroriste qui, justement, l'a convaincue de trouver l'adresse, tout ça, et le code, etc. Et il lui dit, bon, voilà, on ne pouvait pas faire autrement, tout ça. Bon, tenez-vous au courant, tenez-vous à disposition, on viendra probablement vous réentendre.
Ok, pas de souci, j'aurais pas de problème. De toute manière, bah non, évidemment que non. Voilà. Sauf que le soir, la journée se passe avec beaucoup de tristesse parce qu'elle prend conscience qu'Asna est décédée. Et elle descend en bas de son immeuble parce que son fils qui va à l'épicerie et qui lui dit « Maman, il y a tout un tas de ninjas, des policiers suréquipés en bas. » Et elle descend en pyjama avec ses pantoufles et elle lui dit en plaisantant aux policiers qui interviennent « Vous ne cherchez pas, donne son nom, c'est moi. » Et là, il la plaque contre les boîtes aux lettres en lui mettant un coup de coude sous la gorge, enfin, comme si c'était quelqu'un d'extrêmement dangereux. Et là, il perquisitionne son logement et il la place en garde à vue. Et pour elle, le monde s'effondre. Elle vient d'aider la police, elle vient de donner sa vie à la police pour aider, pour empêcher les attentats. Et on la considère comme une suspecte, on la place en garde à vue avec aucun ménagement. Et là, cette réaction, moi j'ai discuté avec l'avocat qui l'a eu pendant la garde à vue, qui est jamais apparu, qui ne veut pas apparaître, mais qui était son commis d'office et qui a vraiment ressenti cette injustice très très forte qu'elle sentait, elle, avoir vécue, et qui, d'ailleurs, lui, essayait de lui faire passer le message en disant « Bon, vous êtes peut-être plus en sécurité en garde à vue que chez vous au moment où on se parle », sauf que la réalité d'une garde à vue, c'est de lever des doutes sur l'implication de la personne, sur ces liens qu'ils peuvent avoir, que cette garde à vue, elle s'est faite contre l'avis de la sous-direction antiterroriste, c'est-à-dire que la SDAT a refusé de faire sa garde à vue, et c'est la DGSI qui l'a fait. Le parquet l'a demandé pour probablement bétonner une procédure aussi importante, et puis parce qu'il se posait des questions sur elle. Sauf que après ce qu'elle a fait, après son geste, une garde à vue, ça signifie mettre son nom dans une procédure, et ça signifie, dans un dossier aussi important que le 13 novembre, donner son nom en pâture, le rendre public, et donc du coup mettre une menace encore plus importante sur elle. Pareil, pour expliquer aux gens qui connaissent mal la procédure judiciaire, quand vous êtes en garde à vue dans le cadre d'un dossier d'instruction, votre nom figure sur les procès-verbaux, et donc y ont accès les victimes, les mises en examen, donc éventuellement des complices des auteurs des attentats, leurs avocats, et bien souvent, il est vrai, nous-mêmes les journalistes, et on en fait très souvent la recension. Oui, et puis la parenthèse aussi, c'est que les mises en examen, donc là on a Jawad qui est assez connu, un autre qui est surnommé Mousse, qui est celui qui a mis Asna en relation avec Jawad, et Asna dit à lui qu'elle a... Jawad, c'est le logeur qui va héberger les terroristes. Asna dit à cette personne qu'elle a dit toute la vérité, qu'il était déjà radicalisé et qu'il est en connaissance de cause. C'est son témoignage. Voilà. Ces deux personnes, les policiers, leur présentent un kaléidoscope de photos de femmes, et dont la photo de Sonia, et avec donc son identité, son nom, sa photo, enfin, comme une suspecte, une complice. Qu'est-ce que vous savez sur elle? Qu'est-ce que vous connaissez? Enfin, c'est quand on connaît le danger qui pèse sur elle, c'est incompréhensible. Oui, surtout que là aussi, petit aparté pour ceux qui connaissent mal, par exemple, dans les affaires de grand banditisme, je pense notamment en Corse, quand vous avez un témoin, et y compris quand c'est un grand voyou, vous le mettez en témoin sous X, ou même vous inventez quelque chose où vous dites nous avons été contactés au service et avons reçu un renseignement anonyme pour protéger. C'est quelque chose qui se fait dans plein de procédures. Le renseignement trafic de drogue ou noyé grand dedans, où on noie complètement ce genre de choses. Alors là, on peut comprendre, vu l'émotion, c'est quand même l'attentat le plus meurtrier que la France ait connu. On peut comprendre que la justice ait cherché à blinder et circonscrire les choses, mais effectivement, c'est au détriment de Sonia. Alors, sa garde à vue va finir par être levée, et ensuite, que va-t-elle devenir ? Ensuite, elle est prise en charge à l'hôtel pendant 2 semaines. On lui dit là, non, vous ne pouvez pas retourner chez vous. Elle a beaucoup de mal à comprendre ça. Elle a conscience à la fois qu'elle est en danger, et en même temps, c'est une coupure qui est tellement brutale. Et puis tout d'un coup, elle est suspectée. Tout d'un coup, il faut qu'elle soit protégée. Enfin, c'est hyper confus dans sa tête, et il n'y a personne pour lui faire de la pédagogie là-dessus. Une équipe policière, elle est prise en charge par le service interministériel d'assistance technique, le SIAT, qui dépend de la DCPJ, mais la Direction centrale de la police judiciaire, qui est le cœur de métier de ces policiers-là, c'est de faire de l'infiltration. Et depuis 2014, il y a également une équipe qui s'occupe des repentis, puisqu'on a une loi depuis 2014 qui permet d'offrir, entre guillemets, une nouvelle vie aux repentis. Et
Et c'est un petit peu ce qu'on vend, entre guillemets, à Sonia à la fin de la garde à vue. Il y a même une policière qui lui dit « mais ça va être génial, vous allez pouvoir déménager au soleil, tout recommencer de zéro ». Mais elle n'avait rien envie de recommencer. Elle a des enfants, elle a une vie, elle a une famille, enfin... Et donc là, elle se retrouve toute seule dans un hôtel pendant 2 semaines. Puis ses enfants, parce que les journalistes ont frappé à leur porte dans leur cité, ont été déménagés aussi. Et du coup, là, ils essayent de leur trouver un nouveau logement. Et ils leur trouvent un nouveau logement loin, dans une autre région. Et on ne dira bien sûr pas évidemment, laquelle. Pour des raisons de sécurité, oui. Et là, quand ils sont déménagés dans leur nouveau logement, les policiers, en partant, lui disent « Notre mission s'arrête ici ». Et cette phrase, même moi qui ai quand même travaillé pendant 1 an avec elle, je crois que j'ai vraiment saisi le sens en écrivant le livre. C'est-à-dire « Notre mission s'arrête ici », c'est terminé. Ils ne font plus rien pour elle. Ils lui laissent un téléphone de contact, si jamais il y a un gros problème de menace ou de sécurité, mais débrouille-toi. C'est-à-dire qu'elle a été à l'hôtel avec... je ne sais plus, j'avais fait le calcul, c'était 16 € par jour et par personne en budget qu'ils leur donnent. Enfin. Je voudrais y revenir, c'est qu'en fait, pour que les gens saisissent bien, le problème c'est qu'elle se retrouve, cette Sonia, dans une espèce de vide juridique depuis 2 ans. Tout à fait. Existe ils leur disent, un statut bien sûr. de repenti, mais pas ça, pour les témoins protégés. Ça, c'est pour les criminels. C'est ça. Elle n'est pas criminelle, voilà. elle a simplement témoigné comme vous et moi, on pourrait le faire. Être amené à le faire demain. Et son témoignage est d'une telle importance, on ne va pas y revenir, et que sa vie pourrait être en danger. Voilà. Donc, mais la loi n'a pas prévu ça. De statut, on ne peut pas refaire sa vie, il n'y a pas de moyens de l'État. Alors, en même temps, parce que nous étions quelques-uns à connaître l'existence du témoignage de Sonia, c'est clair qu'il l'a rendu public. Et avec parce qu'elle a appelé la radio dans laquelle je travaille. Mais ça, on y reviendra juste après. Mais comment La loi faisant défaut pour son cas à elle, les policiers se réfugient derrière en disant on ne peut pas aller plus loin. Quand ils lui disent notre mission s'arrête ici, c'est parce qu'ils lui sortent tout le temps cette phrase le cadre légal n'existe pas. Donc on t'a mis à l'hôtel pour te protéger, on a quand même fait le nécessaire pour te trouver un nouveau logement avec ta famille. On va essayer 2-3 démarches pour la scolarisation des enfants, mais on ne peut rien faire. Bientôt, la loi changera. On était en pleine réforme pénale et effectivement, il y avait un article qui prévoyait que les personnes se mettant en danger, comme vous l'avez dit, donc les témoins qui ne sont pas des criminels, puissent bénéficier des mêmes dispositifs de protection et de réinsertion que les repentis, à savoir clairement usage d'une identité d'emprunt, réinsertion professionnelle, aide à réinsertion sociale, aide financière en attendant, assistance psychologique, voilà. Et tout ça, lui disent, c'est pas possible, débrouille-toi. Pour en avoir discuté avec des policiers, des magistrats du cas de Sonia, il revenait souvent 2 choses. C'était elle a quand même son petit caractère. Je crois qu'à la lecture du livre, ça ne fait pas de doute. On le comprend, vous ne passez pas là-dessus. Elle sait ce qu'elle veut et c'est une femme forte. Et de toute façon, pour témoigner, vous le remarquez aussi tout à l'heure. Asna a contacté plusieurs personnes pouvaient savoir ou deviner qu'Abaoud était là. En tout cas, un contexte après attentat, on appelle, on alerte. Il y a qu'elle. Donc, elle a son petit caractère. Et l'autre chose, ce qui revient, c'est mais on a fait plein de choses pour elle, mais elle n'est jamais satisfaite. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour elle? Non, mais elle est vorace, elle n'est intéressée que par l'argent. C'est ce que disent certains. Très bien. Moi, elle ne m'a jamais demandé un sou. Justement, vous avez calculé. Donc, au départ… Non, on ne m'a jamais dit qu'elle était intéressée par l'argent. Pourtant, j'ai contacté quand même, dans le cadre de cette enquête, beaucoup de personnes. Souvent, ce qui ressort, c'est qu'elle est trop compliquée à prendre en charge. Pour moi, la réalité, elle n'est pas celle-là. La réalité, elle est qu'aujourd'hui, personne ne sait comment gérer des gens comme elle. C'est complètement différent de prendre en charge un témoin qui n'a rien à se reprocher que de prendre en charge un repenti qui va monnayer son information, qui va monnayer sa vie derrière et qui sait ce que c'est que de travailler avec la police dans ce sens-là. Elle a été condamnée 2 fois parce que elle s'est garée sur une place handicapée et qu'elle a conduit sans permis avant de passer son permis. Donc, sérieuse récidiviste. Sérieuse récidiviste. Elle n'a pas cette notion-là. Et aujourd'hui, la réalité est telle qu'on ne sait pas la prendre en charge. Comment, dites-moi vous, vos auditeurs, vos téléspectateurs et vous, Mathieu, si vous pourrez vous engager à ne pas retourner dans votre ancien logement si du jour au lendemain, on vous dit tu déménages, tu ne peux plus appeler ta famille, tu ne peux plus appeler tes amis, tu oublies ton emploi, tu oublies ta vie d'avant, tu oublies tes amis, tu oublies ta vie.
qu'est-ce qui vous empêche, comme elle l'a fait, pour aller récupérer son chat, qui était un cadeau d'anniversaire de sa fille, de dire, vous voulez pas y aller, vous voulez pas récupérer mon chat? Bon, vous me laissez tomber. Je vous appelle, là, je ne sais pas comment régler les factures, j'ai plus d'emploi, j'ai plus rien. Et justement, j'aimerais que vous reveniez sur ce calcul que vous aviez fait, j'avais trouvé… les 16 € par jour et par personne, il lui donne des enveloppes. Pour expliquer aussi pour les gens qui nous regardent, donc il y a un peu d'argent qui lui est donné… Quand elle est à l'hôtel, oui. Bah oui, parce qu'elle ne peut pas utiliser sa carte bleue, ils n'ont pas… Et elle est rejointe donc, par son compagnon et ses enfants. Oui. Et vous avez calculé de ça… Donc, ça représentait l'enveloppe liquide qu'on leur donne, c'est 16 € par jour et par personne, donc pour se nourrir, puisque ils ne sont pas en demi-pension à l'hôtel, ils n'ont même pas le petit déjeuner, ils n'ont rien du tout, donc ils doivent manger avec ça. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas grand monde qui peuvent faire, alors ils ont compté sur un peu de liquide qu'ils avaient dans les portefeuilles, mais bon, autant vous dire qu'ils n'ont pas fait d'extra et qu'ils n'ont pas mangé au restaurant. Alors qu'encore une fois, on abandonne sa vie, on ne travaille plus. Et quand donc elle est déménagée, parce que dans le dossier, effectivement, ce qui saute aux yeux de la justice, qui ne la connaît pas et qui ne peut pas tout enquêter sur elle probablement en temps réel comme ça, c'est de dire revenu déclaré 0. Moi, j'ai contacté son ancien employeur, je l'ai rencontré, elle travaillait au black. Elle touchait donc des aides, effectivement, elle n'était pas déclarée. Ce qui change aussi la perception qu'on peut avoir quand on ne la connaît pas. C'est quelqu'un qui travaillait, qui aurait pu être auto-entrepreneur, sauf qu'elle n'a jamais fait les démarches, c'est ce que m'a expliqué son employeur, et qui était dans une entreprise avec laquelle elle rapportait quand même pas mal de contrats. Et alors, donc… elle change d'un niveau de vie, elle se retrouve, après quand elle est dans le nouveau logement, elle se retrouve avec le temps en plus de ça, qu'il fasse les démarches, les changements des cafés, tout. Et donc, elle commence à s'énerver un petit peu du sort qui lui est fait et elle décide d'alerter la presse. Et avant ce livre, en fait, il va avoir donc, le scoop que vous allez sortir sur RMC et BFM. Donc, vous allez raconter son témoignage. Mais alors, déjà, avant de venir dans le détail sur tout ça, pourquoi vous contactez-elle, vous ou Pourquoi votre elle média? contacte RMC? Pourquoi RMC? C'est une bonne question. C'est pas quelqu'un qui écoute la radio le matin, pas plus que ça. Elle a son compagnon tard qui écoute RMC, surtout le sport le soir, et un peu Bourdin le matin. Donc c'est comme ça qu'elle connaît RMC plus que les autres radios. Et surtout, là où elle est rigolote, c'est qu'elle est téléspectatrice de Non élucidé sur RMC Découverte et d'une façon générale de la plupart des enquêtes criminelles. Elle est assez fan de ça et elle connaît la chaîne aussi par ce biais-là. Et du coup, elle appelle RMC. Elle donne un faux nom. Donc, elle vous raconte un jour de janvier. Elle vous raconte son histoire. Vous lui posez des questions qui permettent d'authentifier que c'est la bonne. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait tout à fait pu, et j'en ai discuté avec d'autres collègues qui ont des hotlines comme ça, des standards téléphoniques, et qui après les attentats, on reçoit des tonnes et des tonnes d'appels qui sont souvent jugés pas du tout crédibles en fait. Et je pense que c'est un peu comme les policiers ils doivent faire le tri et en même temps pas passer à côté du gros truc. Enfin, et là, quand elle appelle, le standardiste déjà trouve qu'elle a très peur en fait, elle dit je suis menacée par le terrorisme international, on m'a vendu des informations dans la presse, elle fait allusion à un article de Valeurs Actuelles qui raconte son PV en fait sans la citer elle, mais elle en a pris connaissance un peu tard et ça lui a fait peur, et puis surtout elle est en train de devenir folle parce qu'elle est toute seule, elle n'a pas d'aide et elle sent que sa vie lui échappe complètement et que psychologiquement c'est très compliqué, et quand elle appelle, elle signe Émilie. Et le mail part dans les arcanes de la radio, il revient à une rédactrice en chef qui dit franchement, encore un truc un peu taré, parce qu'elle dit j'ai vu Abaoud, enfin bon. Et là, moi j'ai parlé à une amie, justement, 2 semaines avant, lui disant l'histoire la plus dingue des attentats, elle sortira jamais. Ce qu'un de mes contacts policiers m'avait expliqué, donc le rôle de cette personne-là, on m'avait dit qu'il était exfiltré de sa cité, prise en charge dans un dispositif à l'américaine et compagnie. Essaye même pas de travailler dessus, moi il m'avait raconté ça presque en temps réel à l'époque. Et j'en ai discuté en fin de nuit avec une collègue, peu de temps avant, qui se trouve là au moment où le mail passe dans les rédacs. Non, on supprime pas, envoie-le à Claire. Et du coup, quand moi je l'appelle, ça me permet d'avoir son nom en tête parce que le rôle qu'elle a, on l'oublie. Enfin, moi, j'avais pas oublié son nom et tout de suite, je lui dis dites-moi si vous êtes bien la personne à laquelle je pense, vous appelez pas Émilie. Et effectivement, elle me donne son nom et tout de suite, je vais la rencontrer. D'accord. Vous allez la rencontrer plusieurs fois? Oui, parce que ça me paraît tellement dingue. Elle va vous raconter donc ce qu'elle a vécu. On ne va pas y revenir. Voilà ce qu'on a raconté au début de la rencontre avec mais elle va vous raconter aussi ses conditions de vie que nous venons déjà de détailler un petit peu. Et ce que je trouve
je savais un petit peu, mais j'en ai beaucoup appris dans le livre, c'est que donc elle a une espèce de téléphone rouge qui est en lien direct avec les services de renseignement, enfin de police judiciaire, et on ne l'appelle jamais. En gros. Ah non, non, c'est elle qui appelle, ou alors si on l'a appelée une fois parce qu'il y a eu des démarches administratives. Enfin voilà, et son nom fait, qui était dans l'administration qui devait elle va commencer à être appelée à partir du moment, je crois, où vous enquêtez. Bah, là, par contre, ça sonne tout le temps. À partir du moment où le ministère de l'Intérieur est au courant qu'on l'a rencontré, là. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Tout change. Alors, par exemple, je note page 190. On l'appelle, donc son interlocuteur, un des policiers qui la traite, enfin qui est supposé la traiter, et sur lequel d'ailleurs elle les préserve, enfin elle comprend ce qu'ils ont fait et elle sent qu'ils ont été... Oui, elle les préserve et c'est dur. Et il dit, bon voilà, on a débloqué 20 000 euros exceptionnellement pour toi. Voilà la première enveloppe de 2 000 euros. Les 20 000 euros sont à répartir sur 10 mois. Normalement, c'est une enveloppe par mois. Et après, il conclut la conversation en disant « Mais nous aussi, on a quelque chose à te demander. Il faut que tu dises à la journaliste de ne pas diffuser l'interview. Ça ne ferait que compliquer les choses pour tout le monde. » Alors, les gens ne sont pas forcément habitués des mœurs policières. Un policier ne prendrait pas cette initiative-là de son chef. C'est qu'il a reçu des ordres. Et des ordres qui remontent du ministère de l'Intérieur, qu'on a contacté évidemment. Moi, je travaille d'abord dans un premier temps sans pression. Je lui ai expliqué que j'allais vérifier son témoignage et que pour ça, j'allais le faire avec mes contacts à moi, c'est-à-dire pas des contacts officiels. Voilà. Une fois qu'on a enregistré son interview, que moi, tout ce que j'ai vérifié, les points, vous voyez, le travail, tout ça ont été éclaircis, que j'ai confiance en elle, que je me dis c'est fiable à 99%, tout ce qu'elle dit c'est tout le temps la même chose, elle ne me ment pas. Pour préciser aussi, tout ce qu'elle va vous dire lors de ce reportage dans RMC, ou ce qu'elle vous raconte d'ailleurs à peu près dans le livre. Bon, il y a plus de choses dans le livre, mais c'est des choses qu'on retrouvera dans la procédure, qui sont actées judiciairement. Effectivement, il n'y a pas... Dans ses déclarations. Dans ses déclarations ou dans le reste du dossier, il n'y a pas de loup là-dessus. Par contre, après, j'appelle le parquet, qui me rapproche au nez. J'appelle le ministère de l'Intérieur, qui me dit, la première fois que j'ai la conseillère spéciale du ministre, elle me dit, à ma connaissance, elle est prise en charge dans un truc à l'américaine, hyper important, tout ça. Je me renseigne. Elle me rappelle... On se rappelle 2-3 jours après, et là, le ton n'est plus du tout le même. Moi, je lui pose des questions. Moi, je suis aussi, à ce moment-là, je suis aussi très fatiguée. C'est très lourd de porter ça seule. Alors, j'ai une rédaction qui est derrière moi, mais je suis la seule qui soit en contact avec elle. Et je pense que ça se ressent dans mon échange avec cette personne. Toujours est-il qu'elle me ment en me disant qu'il y a un suivi psychologique, une prise en charge psychologique qu'on lui a proposée alors qu'on ne lui en a jamais proposé. Un coup, elle me dit elle est suivie, ensuite derrière, elle me dit non, mais elle l'a refusé. Donc je me dis ok, c'est pas clair du tout. Là aussi, petite précision, vous parlez bien, vous l'avez dit, de la conseillère spéciale du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui est aujourd'hui maintenant notre Premier ministre, qui est son bras droit, son éminence grise, je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, et qui se prévaut d'avoir la main mise sur l'antiterrorisme. Donc cette femme-là va vous mentir. Oui. C'est ce que vous elle dites. Elle me dit cette phrase quand même, pour aussi être très juste dans ses propos, elle me dit selon les informations qui sont portées à ma connaissance. C'est une façon pour elle aussi de dire peut-être que je ne suis pas bien informée ou j'en sais rien. Enfin, c'est pas elle qui a proposé le psy à Sonia, qu'on ne lui a jamais proposé au final, parce qu'elle me dit, ni elle ni sa famille, ça ne fait pas de doute. Toujours est-il qu'à la fin de la conversation que j'ai avec cette personne, elle me dit que pour moi la menace ultime qu'on peut faire, c'est je ne donnais pas cher de son espérance de vie. Votre interview, vous la mettez encore plus dans la merde pour aller raccourcir son espérance de vie. Qu'on dise ça, sachant qu'on n'a pas essayé de tout faire pour protéger cette personne, qu'elle n'a pas eu un coup de téléphone de l'équipe censée la prendre en charge et éviter justement qu'elle se mette en insécurité en appelant la presse, elle le fait, en sortant de l'anonymat, elle le fait. Moi, ça a été vraiment une question et ça a été très difficile. Évidemment, l'exposer, c'est mettre la lumière sur elle, réveiller certaines vengeances qui pourraient être dans des personnes qui partagent l'idéologie terroriste. Mais là, elle en était à un point que
pour moi, et je reprends cette phrase que Maître Baudouin, qui est vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, a eue, parce qu'on lui a demandé son avis, on lui a fait rencontrer. Il a dit là, je le pense, l'exposer, c'était la protéger. Elle en était à un tel point de solitude, de non-assistance et de je ne sais pas comment faire avec cette vie qui n'est plus ma vie, qu'effectivement, elle allait et d'ailleurs, ça va marcher en quelque sorte parce que dans les jours comme vous dites, là on en revient avec ce que vous avez. On lui propose, on lui dit on va te filer 20 000 euros. Mais d'ailleurs, pour l'anecdote, où est-ce qu'il lui donne rendez-vous? Il lui donne rendez-vous à Paris, donc pour elle déjà c'est pas simple de venir, devant la Statue de la République avec toutes les bougies en espérant que ça agira et qu'elle prendra conscience de c'est beaucoup trop dangereux de témoigner. Et puis comme vous dites derrière, c'est le passage que vous avez lu, pour la première fois elle a une enveloppe financière alors qu'elle se retrouve avec une famille. Juste après que vous ayez commencé à harceler tout ça, et qui savent qu'on on est à quelques jours de la diffusion. diffusion. Et donc là, ils essayent de lui dire là, elle est très soft. En réalité, la pression. Et pareil, pour repréciser aussi, quand il s'agit d'exposer, à partir du moment où votre nom est dans une procédure et votre identité est dans une procédure judiciaire, c'est quand même, je ne vais pas dire en libre accès, il y a 1500 parties civiles, il y en aura 2000 à terme dans le 13 novembre. Il y a des centaines d'avocats, les procédures, elles tournent. Malheureusement, elles ne devraient pas. N'importe qui peut savoir, avoir connaissance de son identité. Et alors, j'aimerais que vous nous racontiez ce qui se passe dans les heures, la veille au soir de la publication de votre enquête, donc sur les ondes d'RMC et à BFM TV. Qu'est-ce qui va se passer la veille au soir? On a encore une pression très 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 importante du ministère de l'Intérieur, à la fois pour ne pas diffuser notre interview, nous, et à la fois pour décrédibiliser notre travail. Et ça a été moi je l'ai vécu de façon très très violente. C'est-à-dire qu'on a eu des coups de fil du ministère de l'Intérieur, certaines personnes, à des confrères, en parlant de l'interview. D'autres médias que RMC, des médias de la presse écrite, en l'occurrence, des discussions avec des médias, des grands journaux télé, en disant qu'on était irresponsable, que cette personne, en gros, était folle et que son témoignage n'était pas, n'était pas fiable. Enfin, pour saper notre boulot et pour leur faire comprendre qu'il ne fallait pas le reprendre. Bien d'accord, des gens du cabinet du des gens du cabinet. Voilà, moi, j'ai pas eu envie de les citer. C'était, honnêtement. Si je peux vous citer mot par mot certaines conversations, c'est pas que je les ai retenues par cœur, c'est que je les ai quelque part. Voilà. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de citer ces personnes. Elles s'en reconnaîtront, elles ont qu'à vivre avec ça. Il y a pas de problème. Et petite précision, ce qu'a vécu Claire Andrieux, nous sommes quelques-uns à l'avoir vécu sur d'autres affaires en lien avec les attentats. Ce n'est pas propre sur RMC, c'est-à-dire que des coups de fil à d'autres médias pour décrédibiliser un travail qui mettait peut-être pas en accusation, mais qui pointait des lacunes ou les failles. Vous savez que le ministre de l'Intérieur aimait bien dire qu'il n'y avait pas de failles. On a tenté de décrédibiliser sur un certain nombre de journalistes et ce sont des histoires qui tournent beaucoup entre nous. Moi, je ne pensais pas que ça pourrait aller jusque-là. Enfin, voilà, on a… et on a fait pression sur votre directeur. Voilà, notre directeur de RMC, Philippe Antoine, est contacté par pareil, un membre du cabinet, en lui disant il faut pas diffuser, c'est irresponsable, aucun de vos autres. Et il ment. Mais en fait, ce qui me rend dingue, à la limite qu'ils essayent de pas, je comprends, qu'ils mentent. Effectivement, là, j'avoue que j'en fais un problème presque personnel. C'est pas le cas, mais effectivement, ça me touche dans le sens où, il dit par exemple, d'autres médias sont rentrés en contact avec elle, c'est faux. Il dit d'autres médias, non, enfin, elle est jamais rentrée chez elle. Personne ne peut avoir accès à elle, en fait. Moi, j'aurais jamais pu avoir accès à elle, même si j'avais passé ma vie à travailler sur elle. Enfin, il y a vraiment… C'est caché, ce témoin qu'on ne saurait voir. Mais oui, non, mais c'est elle qui vient nous voir. Donc là, elle me donne son numéro. C'est comme ça. Voilà. Moi, après, je suis là pour écouter, effectivement, il y a une mise en danger, sauf qu'on a pris toutes les précautions nécessaires. Sa voix, elle est déformée, et pas seulement dans les plus graves ou les plus aigus, elle est déformée. Elle a son identité qui apparaît nulle part. Elle a ce n'est pas elle à l'écran, on a pris une comédienne, enfin, bon voilà, on ne va pas la reconnaître. Par contre, son témoignage, pour moi, il est d'utilité publique, il est pour faire avancer les choses pour cette personne, mais aussi pour d'autres personnes, parce que là, on est dans un contexte où la menace attentat, on ne sait de le répéter, est toujours très importante. Et qu'est-ce que ça démontre plus que tout? C'est qu'on a beau faire du renseignement, des moyens techniques extraordinaires, qu'est-ce qui reste à la fin, souvent, c'est la cellule proche
des personnes, quand ils n'ont plus de plan B, quand leur plan ne fonctionne plus, c'est le témoignage humain. Et là, on peut compter que sur les gens, ce qu'ils n'avaient pas prévu, d'autres personnes qui vont être dans la boucle ou des gens qui ont au fond d'eux quelque chose qui leur dit là, ça ne va pas, il faut que je dénonce, il faut que j'empêche. Voilà. Et si on ne fait pas en sorte que ces personnes-là, on leur assure, ils foutent leur vie en l'air, hein. Il faut qu'on leur assure une vie correcte derrière. Et ben, ce témoignage, il est là pour aussi toutes ces autres personnes. Et alors justement, qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui est en train de changer à l'heure même où on parle depuis que cette histoire a été après révélée? L'interview du mois de février, donc il y a cette prise en charge financière, elle a le courage d'aller au bout, c'est-à-dire, non, on le fait quand même, enfin, vraiment c'est là où elle est très très forte. Elle va au bout de ce qu'elle dit. Elle a une prise en charge psychologique qui arrive un peu plus tard, 3 semaines dernière. Il faut encore attendre 3 semaines encore avant qu'elle... Et puis là, après, ça s'embraye. Elle voit quelqu'un régulièrement et à qui elle rend hommage parce que c'est quelqu'un de très, très, très important aujourd'hui, la prise en charge psychologique qu'elle a. Donc ça a vraiment avancé. Non, mais je parlais au-delà même de Sonia, ouais. c'est-à-dire... Et la loi, le problème, c'est qu'elle attendait toujours. Donc ça, moi, je vous dis, ce qui a changé, la question de ce qui a changé, c'est financière. Psychologique, c'était très important. Aide à la réinsertion, on ne peut pas. On ne peut pas parce que jusqu'à présent, la loi n'était toujours pas rentrée en application. Les mois passent, la réforme pénale avec le fameux article 606-62 ou je ne sais plus quoi, est votée, promulguée, pour voter en mai, promulguée en juin. Et puis là, embouteillage de centaines de décrets au Conseil d'État, donc pour écrire les conditions d'application de la loi, c'est ce que fait le Conseil d'État, et publier au journal officiel pour dire elle peut rentrer en vigueur. Et là aujourd'hui, on peut le dire quel jour on est le 6 décembre. Et avant de venir, eh bien, j'en ai regardé, j'ai regardé le journal officiel et ça y est, c'est officiel. Aujourd'hui même, le décret d'application est publié. Donc, à partir d'aujourd'hui, elle va pouvoir bénéficier d'une identité de substitution. Ça ne va pas se faire comme ça. Il va d'abord avoir une commission de réinsertion et de protection qui va encadrer tout ça. Mais en tout cas, la loi aujourd'hui permet enfin qu'elle puisse en bénéficier de façon totale de ce dispositif d'aide à la protection des personnes qui ont mis leur vie en danger. C'est-à-dire que si malheureusement il devait survenir de nouveaux attentats ou si un témoignage permettait d'en empêcher, les personnes qui seraient trop exposées pourront maintenant, dorénavant, bénéficier de ce statut. Tout à fait. Grâce au cas de Sonia. Alors, encore une fois, moi je ne dis pas grâce au cas. Je dis que ça met en lumière un manquement dans la loi, mais c'était, à ma connaissance, déjà porté dans la réforme pénale. Eh bien, merci Claire Andrieux. Merci. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour de nouveaux entretiens sur Mediapart.